Enfin, il y a des gens qui te donnent des diagnostics de ce que tu as comme ça. Bah toi, t'as ça, voilà. Que maintenant, fais avec. Attention, les psychiatres des réseaux, calmez-vous. Mettez votre diagnostic dans les commentaires. Tu prends Oui, ce que j'allais dire. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Louis et Marine et Serena pour aborder le thème de l'anxiété et des troubles anxieux. Donc on va développer tout ça tous ensemble. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, c'est Marine, du coup, j'ai 23 ans et je commence à travailler dans le cinéma, donc c'est les débuts. Et donc j'ai été victime, si je puis dire, de troubles anxieux généralisés pendant 5 ans. J'ai eu longtemps avant de pouvoir poser un diagnostic dessus, parce que j'étais, je pense, très mal entourée par les professionnels de santé que j'ai commencé à fréquenter au début. Et aujourd'hui, heureusement, je m'en suis sortie. Donc voilà, c'est aussi un beau message d'espoir, je pense. Et c'est pour ça que je suis là, pour témoigner de ce que j'ai pu vivre et essayer d'apporter mes conseils en tant que quelqu'un qui en est sorti, justement. Moi, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans, je suis bénévole à Nightline, qui est une association qui essaye d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants. Et je suis aussi psychologue clinicien. Alors premièrement, est-ce que, Louis, tu pourrais nous définir un petit peu qu'est-ce que l'anxiété et est-ce que il n'existe qu'une seule forme d'anxiété un petit peu nous définir tout ça. Oui, alors, quand on parle d'anxiété, souvent, je sais pas, peut-être qu'on parle de stress aussi, j'ai l'impression. Peut-être du coup, un peu définir ce que c'est le stress, l'anxiété. Le stress, on a tendance à dire que c'est une réaction naturelle de l'être humain quand il fait face à une situation qu'il perçoit comme menaçante ou dangereuse. Et on dit naturelle parce qu'en fait, c'est une réaction qu'on a héritée des centaines de milliers d'années de l'évolution, parce que c'est ce qui nous permet de faire face à un danger. Et typiquement, c'est, je sais pas, par exemple, un chimpanzé qui fait face à un lion, le lion lui fonce dessus. Si le chimpanzé, il n'a pas cette réaction de stress à ce moment-là, c'est-à-dire s'il n'identifie pas le lion comme un danger en se disant « mince, il faut vite que j'aille me réfugier dans un arbre », il n'y a plus de chimpanzé, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose pour les humains. Demain, vous allez dans le métro, vous entendez quelqu'un crier un peu bizarrement, vous allez avoir un pic de stress. C'est ça qui va vous permettre de vous focaliser sur la personne qui a un comportement étrange et qui va vous permettre peut-être de sortir vite du métro si besoin. Et puis voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le stress est plutôt une réaction adaptée, qui est nécessaire pour faire face au danger. Et il y a la notion d'anxiété, qui ressemble un peu au stress, enfin pour moi. Peut-être que ce qui la différencie, c'est que dans l'anxiété, l'événement qui va créer du stress ou de l'anxiété, il est plus flou que dans le stress. Autant on sait pourquoi on est stressé parce qu'il y a l'examen dans 2 jours, parce qu'il y a le match de foot dans le week-end. Dans l'anxiété, c'est généralement plus rare de savoir précisément qu'est-ce qui nous rend anxieux, c'est un petit peu plus flou. Et aussi, ce qui change par rapport au stress, c'est la notion de durée. Généralement, dans le stress, on est stressé un peu avant l'événement, pendant l'événement, et une fois que l'événement est passé, l'examen est passé, le match est passé, ça disparaît. L'anxiété, c'est quelque chose de plus diffus, ce qui fait que ça met plus de temps à diminuer, et ce qui fait que c'est aussi parfois plus difficile à maîtriser. Donc, il y a des personnes qui pourraient avoir un abus de langage en disant qu'ils sont stressés alors qu'ils sont dans une anxiété, et inversement, des personnes qui sont anxieuses qui peuvent dire qu'ils sont stressés alors qu'ils sont dans une crise anxieuse, des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. C'est vrai quand même que c'est des notions qui sont très, très proches. Donc autant, je ne sais pas si c'est effectivement très grave d'avoir cet abus de langage, de dire je suis stressé alors que c'est de l'anxiété, ou de l'anxiété alors que c'est du stress. Peut-être que l'abus de langage un petit peu plus délicat, c'est quand quelqu'un parle de troubles anxieux, vs quand quelqu'un parle d'anxiété. Comme ce que tu dis est très juste, parfois on est plus dans du stress et pas tant dans l'anxiété, etc. Mais il y a parfois des gens aussi qui se disent j'ai un trouble anxieux parce que j'ai ressenti de l'anxiété la semaine dernière. Ou en fait, ressentir de l'anxiété, avoir un trouble anxieux, pour le coup, là, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ok. Et toi, Marine, comment tu t'en es rendu compte ? Alors moi, ça a été tout un processus, honnêtement, qui a été assez vaste, parce que j'ai toujours eu une nature anxieuse, on va dire. Déjà très jeune, j'ai été amenée à voir des pédopsychiatres, parce que j'étais justement très anxieuse, j'avais des craintes un peu excessive, par exemple, sur le fait d'être cambriolée la nuit quand je dormais ou des choses comme ça. J'avais beaucoup de troubles du sommeil, pour le coup, étant enfant. Et donc, ça a commencé comme ça. Et c'était une anxiété qui était, je pense, pas très bien gérée par mon entourage parce qu'ils ont eu du mal à me laisser exprimer, je pense, mes émotions.
Et du coup, à vouloir trop les brimer, on va dire, je pense que petit à petit, ça a explosé de plus en plus. Et donc après, il y a eu des déclencheurs. J'ai eu donc un événement très traumatisant quand j'étais assez jeune, adolescente, une relation qui a été très très toxique. Et donc ça a été un premier facteur qui a commencé à changer clairement mes habitudes dans ma vie. J'ai eu donc ça a été diagnostiqué des troubles du comportement alimentaire suite à cette séparation. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je passe mon bac et que je change complètement de cursus. Et quand je suis rentrée donc à l'université, ça a été un énorme changement de vie pour moi, parce qu'en fait, j'ai toujours été habituée à aller à des écoles proches de chez moi ou avec un côté très sécurisant. Et là, pour la première fois, j'ai été amenée à prendre des transports, les gens que je connaissais plus, etc. Et à ce moment-là, j'ai fait donc ma première crise d'angoisse. Sauf que sur le moment, je savais pas du tout ce que c'était. Donc sur le coup, je pensais vraiment que j'avais eu un problème au niveau du cœur. Et je suis rentrée chez moi en disant à ma famille, voilà, moi j'ai eu un problème au niveau du cœur, il faut que j'aille voir un cardiologue, ça va pas. Bon, sur le coup, ils n'ont pas été très alertés, puis ça a recommencé, et puis ça a commencé à arriver tous les jours, tout le temps. Et donc, en fait, c'était des pics qui montaient à... Parfois, je pouvais battre à 200 battements par minute en étant assise, donc c'était des choses qui n'étaient pas normales. Pour moi, c'était vraiment quelque chose encore une fois, une maladie. Donc, j'ai été voir tous les spécialistes de la Terre, on m'a confirmé 15 fois que j'avais rien, ni au cœur, ni au poumon, ni rien. Et donc, ça a commencé comme ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde le sujet des proches. Qu'on trouvait ça intéressant d'aborder ce sujet-là, des proches. Donc là, pour le coup, on parle du noyau familial, mais qu'on peut un petit peu ouvrir beaucoup plus largement aux amis et même aux inconnus et aux rencontres qu'on peut se faire. Ce que je trouvais intéressant dans ça, c'est qu'il y a deux dimensions à prendre en compte. Il y a la première dimension où on peut nous juger par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre stress, par rapport à tout ce qu'on va mettre en place finalement pour éviter des crises, donc toutes les choses d'évitement. Par exemple, moi je sais que j'évite le métro depuis pas mal d'années parce que je sais que j'ai peur de le prendre et que je fais pas mal de crises dedans. Comme remarque que je peux avoir dans mon quotidien, ça va être « Ah, t'es chiante, ah, t'es une princesse, ah, petite parisienne, tu prends le vélo, etc. » Alors que c'est vraiment très lié au fait, même si le vélo c'est super, hein, mais c'est très lié au fait que le métro c'est très compliqué. Donc il y a cette première dimension du regard des autres, mais aussi cette dimension de nous-mêmes qu'on a par rapport aux autres. On a l'impression qu'on va forcément nous faire une critique par rapport à un truc parce qu'on a prévu ça dans notre tête. Et on va se dire « Ah, ça va se voir. Ah, là, il va savoir que j'ai pensé à ça et que j'ai fait ça exprès pour faire ça, pour faire ci, etc. » Et du coup, ça va même nous créer des angoisses supplémentaires de penser que lui va penser ça, du coup, c'est comme ça, etc., etc. C'est quelque chose que, pareil, j'ai pu traverser... C'est vrai que j'avais cette peur du jugement permanente parce qu'en fait, je pense que les gens qui ne le vivent pas ne le comprennent pas. Et parfois, on a beau essayer d'être là, on peut être maladroit. Je pense que c'est tout aussi dur pour la personne qui le vit que pour les proches parce qu'on essaye d'aider du mieux qu'on peut, mais parfois on est maladroit, donc ça renforce les choses pour la personne et ainsi de suite. Enfin, c'est compliqué de trouver sa place, je pense, en tant qu'aidant et de pas trop prendre aussi sur soi tout le stress de l'autre. Et à la fois, nous, en tant que victime, c'est plus difficile de se dire je me sens pas aidée comme je l'aimerais, mais parfois on n'exprime pas non plus ce qu'on aimerait. Et, la limite est très difficile et j'avais justement ce jugement quand j'avais mes crises d'angoisse parce que du coup je l'ai pas dit, mais mes crises d'angoisse ont fait que j'ai arrêté la fac. Donc en fait les crises d'angoisse ont commencé le premier jour où j'étais à la fac et j'ai été à la fac pendant 3 semaines et après j'ai arrêté parce que j'étais plus capable. En fait, à chaque fois que je montais dans un RER, c'était une crise d'angoisse énorme, à chaque fois que j'entrais dans la fac, tout le temps. Et donc c'était devenu tellement handicapant que je pouvais plus continuer. T'avais peur d'aller à la fac, le fait de prendre les transports, etc. Ou c'était être dans la fac avec des gens ou l'environnement ou je sais pas, juste la fac? Je pense que c'était vraiment aller à la fac en transport, etc. Okay. J'avais cette vision des transports où systématiquement, en plus étant une femme, j'allais me faire agresser. Et donc je pense que ça décuplait en fait mon anxiété. Et du coup, j'anticipais beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et le trajet, je l'anticipais de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que je faisais des crises chez moi le soir, parce que j'anticipais le lendemain. Et donc j'ai arrêté la fac, je pouvais plus.
Et j'ai eu beaucoup de jugements, que ce soit sur le fait d'arrêter la fac ou sur le fait des crises d'angoisse. Ouais, c'est ça. T'as dû avoir des jugements en disant tu prends des excuses, tu as des excuses avec tes crises anxieuses alors que c'est juste à la flemme d'aller à la fac. Ou, pas forcément la flemme, mais effectivement, c'était un peu vu comme aussi une excuse pour pas combattre ce que j'avais, qui finalement pour eux c'était juste t'es stressé, quoi, ça arrive à tout le monde. Ouais, et je retrouve exactement ce que tu dis dans. Du coup, je fais une formation, je suis formateur dans une formation qu'on appelle Sentinelle, développée par le GEPS et par Nightline, où du coup on fait de la prévention en suicide et on forme des étudiants à repérer des personnes qui se sentent pas bien et on leur apprend, on leur donne des outils sur comment aborder ces personnes-là et comment aussi les orienter vers les bonnes ressources. Et dans toute cette formation, on a une partie sur la bonne posture, la bonne distance en fait avec la personne. On fait plein de cas pratiques et les étudiants ils sont un peu paumés souvent dans ces formations-là parce qu'ils se disent j'ai pas envie d'être trop oppressant, d'être trop intrusif avec mes questions et en même temps j'ai pas envie d'être trop froid, de donner des conseils, des solutions trop rapidement parce que du coup la personne elle va pas se sentir écoutée, entendue. Et donc je retrouve les difficultés dont tu as parlé. Chez ces étudiants-là, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a la notion d'écoute active, je ne sais pas si tu en as entendu parler, vous en avez entendu parler, qui est quelque chose qui aide pas mal, c'est l'idée de se dire, on va créer un espace de parole dans lequel la personne va pouvoir vider son sac, parler de ce qu'elle ressent et comment elle le ressent, et l'aidant, il peut du coup faciliter ça en posant des questions ouvertes, en essayant d'être empathique. Alors là aussi, l'empathie, c'est à la fois se mettre à la place de la personne, et en même temps, Pas l'absorber. De pas être complètement à la place, donc ça c'est pas évident non plus. Et puis cette notion de conseil et de solution que je trouve importante, c'est de se dire que parfois c'est pas forcément nécessaire de tout de suite donner des conseils et des solutions. Imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous vous sentez pas bien et que d'un coup la personne vous dit mais t'inquiète ça va aller, moi la dernière fois que j'ai une rupture amoureuse, je l'ai fait comme ça, vous allez peut-être pas vous sentir écouté, en mode je m'en fiche de là pour le moment. C'est ça. Donc peut-être que dans un premier temps, d'avoir cet espace d'écoute active pour ensuite que la personne elle puisse vous donner des conseils, des solutions, ça peut être aidant. C'est très intéressant ce que tu dis, même sur le fait qu'une personne te dise oui ce que tu as. Il y a des gens qui sont psychologues de naissance et qui te donnent des diagnostics de ce que tu as comme qui ça. Interprètent. Voilà, c'est ça exactement. Ils disent toi t'as ça, voilà. Que maintenant fais avec et débrouille-toi. Ils se rendent pas compte que c'est super grave en soi de faire ça. Enfin, imaginons ça peut être une maladie plus grave ou moins grave ou quoi que ce soit. La personne se met dans la case et basta. C'est hyper compliqué de gérer ça. Et même sur tout ce que tu as dit, tu parlais de ta sœur, que ça a été très compliqué pour elle. Moi, je tenais aussi à faire juste un petit aparté là-dessus. C'est important de se dire que, oui, il y a des personnes qui ont des problèmes, des crises, des angoisses, des pathologies, etc. Et il y a des personnes qui vivent avec ces personnes-là, donc les aidants ou des gens qui n'ont pas forcément envie d'aider, mais qui sont juste là parce que sont obligés. C'est aussi important, je pense, tu peux me couper si je dis n'importe quoi, Louis, de se dire que ces gens-là, si jamais ils se sentent pas capables d'aider ou pas capables de supporter ça, c'est aussi leur faiblesse à eux. Et on n'a pas le droit non plus de juger comment ils réagissent. Je dis pas du tout que tu as jugé ta sœur. Hein. Je fais juste ça, une aparté, en disant que si jamais vous supportez pas une personne, vous avez le droit de pas supporter ça, vous avez le droit de pas supporter les cris, vous avez le droit de pas supporter une pathologie, et qu'on ne jettera pas la pierre de ne pas pouvoir supporter cette chose-là, et on ne force pas les gens à supporter ça non plus. On ne force personne à rester dans des situations qui les mettent mal à l'aise ou qui les dérangent. On essaye simplement d'essayer de dire que ça existe, il y a des manières de gérer ça, il y a des manières d'accompagner les gens. Si jamais vous en sentez pas capable, ça ne sert à rien de vous forcer. Enfin, carrément. C'est hyper important aussi de le dire parce que parfois on peut avoir ce discours très... accusateur, il faut le faire, il faut faire ça dans ces moments-là, il faut aider comme ça, il faut agir comme ça, et si jamais tu l'aides pas, t'es juste une merde, non, en fait, tu peux pas le supporter, tu le supportes pas, et je pense que c'est un peu comme quand on apprend, je sais pas si, j'imagine vu que vous êtes tous dans la médecine, que vous avez quand même peut-être fait les premiers secours, mais moi je me rappelle que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai fait ma formation de premier secours, c'est de me dire, avant de secourir la victime, tu te mets toi en sécurité, et je pense que c'est aussi ça dans la psychologie, c'est bien sûr. Si t'es pas c'est aussi en tant qu'aidant, je pense que tu as des limites à poser aussi si tu peux pas supporter. Moi, mes crises d'angoisse, ça a été lié à tout. Encore une fois, c'est multifactoriel, il y a eu plein de choses. Mais notamment, il y a eu un événement dans ma famille et je prenais beaucoup à cœur et j'essayais beaucoup de gérer cet événement, etc.
Et en fait, il y a un moment où j'ai appris aussi à couper et à dire je suis là, mais quand je peux pas, je peux pas. Et ça m'a aussi beaucoup aidé et je pense que les aidants, c'est pareil. Enfin, Oui. Ah non, je suis complètement d'accord. Ça va dans les deux sens. Ouais. Moi, j'avais 2 petites questions, enfin, plutôt une question pour toi, Marine. C'est maintenant, avec tes parents, ça se passe comment? Et aussi, est-ce que c'est parce que, au départ, il n'y avait pas trop de mots qui étaient posés sur ce que tu avais, et peut-être que c'était pour ça aussi qu'il y avait toute cette incompréhension-là, parce que je pense qu'il y a un regard qui est complètement différent une fois qu'on a posé un diagnostic sur quelque chose. Ah, elle se comporte comme ça parce qu'en fait, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un peu ça mes 2 questions. Non, je comprends. Alors, est-ce que déjà le diagnostic a changé quelque chose? Je suis pas sûre, parce que je pense que c'était vraiment la place que je prenais et l'anxiété que j'apportais dans la maison qui faisait qu'il y avait cette relation-là. Après, j'ai aussi eu un truc qui peut-être tout le monde ne vit pas, qui m'a aidée, c'est que je suis partie vivre ailleurs que chez mes parents pendant 2 ans. J'ai rejoint mon ex du coup à l'époque et en fait ça a complètement changé notre quotidien parce que eux m'avaient plus tout le temps. Et donc ça a aussi aidé nos relations. Et puis en parallèle, donc, j'ai trouvé entre-temps cette psychologue qui m'a vraiment aidée et qui a su aussi me donner des mots pour leur expliquer. Donc ça par contre, expliquer vraiment, ça a un petit peu aidé, mais pas non plus, ça n'a pas tout changé non plus. Mais c'est aussi moi, ma façon de me prendre en charge qui les a soulagés parce qu'en fait, dans ce que j'avais, donc dans les troubles anxieux généralisés, il y a les évitements, la réassurance et donc peut-être les compulsions, il me semble que tu disais. Et donc moi, j'avais vraiment les évitements et la réassurance, j'avais les deux. Donc il y avait plein de situations que j'évitais pour pas ressentir mon angoisse. Il y avait aussi plein de choses que je faisais pour éviter d'avoir des crises. Et donc, par exemple, j'avais mon père, c'était vraiment devenu la personne dans le foyer qui allait me gérer en permanence. C'est-à-dire que je lui demandais tout le temps, et c'est très toxique finalement, de prendre mon pouls quand j'avais une crise pour être sûre que ce soit pas démesuré, que je sois pas, j'ai pas quelque chose de cardiaque. Et comme moi, j'étais pas capable de faire la différence entre mon angoisse et mon physique, on va dire les symptômes, je lui demandais à lui de le faire. Sauf que quand il était pas là, du coup, c'était vite disproportionné, et c'était horrible. Et donc, c'était aussi très lourd pour lui. Et pareil, avec mon ex, du coup, c'est ce qui s'est passé, j'ai reproduit ça sur lui. Et en fait, ça a été le moment où moi, ma psy m'a dit, écoute, la façon de s'en sortir, c'est que tout ça s'arrête. Et donc que tu apprennes à justement mettre en place les situations qui te stressent pour te prouver qu'en fait, tu vas pas mourir de ton stress. Et ça, c'est ça qui m'a sauvée. Donc le fait qu'après, j'ai réussi à mettre toutes ces situations en place, par exemple, comme toi, avant, je prenais pas les transports. Parce que... comme ça m'est arrivé dans les transports la première fois, je voulais plus les reprendre. C'était pour moi, c'était obligé que ça allait arriver à nouveau. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, voilà, ma psy m'avait fait faire une échelle donc, de mes craintes, du plus bas au plus haut. Et elle m'avait dit, on va y aller petit à petit. Donc il y avait des choses que je faisais plus qui étaient très banales. Par exemple, monter les escaliers. En fait, moi, j'ai la chambre chez mes parents qui est à l'étage. Et je pouvais plus monter parce qu'en fait, ça me faisait hausser le rythme cardiaque. Et comme pour moi, le rythme cardiaque, c'était associé à mes crises d'angoisse, j'arrivais plus. Et en fait, c'était à ce stade-là où vraiment je ne faisais plus rien parce que tout, c'est logique. Quand tu vas marcher, ton rythme cardiaque augmente. Quand tu cours, je faisais plus de sport pendant ce que j'allais te poser comme question, justement. Du coup, le sport, pareil pareil, non, je faisais plus de sport du tout alors que j'étais une personne très, très sportive avant. Mais c'est fou à quel point... un symptôme peut après affecter toute... vu que tu l'as associé à ta crise d'angoisse, à ce que tu as, tu te dis, je vais rien faire pour l'augmenter parce que j'ai peur de faire la crise et tout. C'est exactement ça. Tu calcules tout ce qui a un rapport avec. C'est ça, c'est ouf. C'est le côté, justement, trouble anxieux généralisé, c'est ça, c'est que ça se généralise dans toutes les sphères de ta vie et que c'est plus... Louis disait au début, c'est le stress, c'est souvent une réaction qui est adaptée à un événement et ça c'est justement qu'à force il n'y a plus rien qui est adapté en fait. C'est le cerveau qui enregistre toute information même assez anodine et entre guillemets banale comme un danger et qui se met tout de suite en mode protection. C'est que l'évitement ça prend énormément de place dans ces situations-là. En soi ça peut paraître logique de se dire on va éviter ce qui est dangereux, sauf que quand le cerveau du coup il se met à interpréter des choses banales comme étant dangereux, il y a cette réaction même presque physique, du coup, où on ne peut pas s'empêcher d'éviter quelque chose. Et en plus, le truc pervers là-dedans, c'est que à chaque fois qu'on va du coup ne pas faire quelque chose, ne pas monter les escaliers, ne pas sortir, le cerveau il va enregistrer un soulagement, généralement, qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, je sais que j'ai pas cette obligation à monter les escaliers, je sais que j'ai pas cette obligation à sortir. Et au moment où le cerveau il enregistre ça, du coup, il se dit, ouais, en fait, tu as eu raison.
de pas sortir. Tu as eu raison de pas aller monter cet escalier parce que c'est vraiment peut-être un danger. Et en plus de ça, tu as été soulagé. Super. Bénéfice. Mais plus on fait ça, plus l'anxiété, elle monte. Et plus, du coup, on est dans ces situations compliquées. Une des techniques, je pense, c'est peut-être celle qu'a utilisée ta psychologue, celle de l'exposition. C'est de réhabituer le cerveau à se reconfronter à des situations qui sont perçues comme étant dangereuses, alors qu'elles ne le sont pas. Et ça, généralement, on le fait très progressivement. Un peu comme, je sais pas, imaginons vous avez une piscine glaciale, vous n'allez pas plonger dedans tout de suite, mais d'abord le petit doigt, le pied, etc. Le petit pied. Le petit pied. Les portes de peinture. Mais c'est ça, ouais. Mais je pense aussi, surtout, au fur et à mesure, ton seuil, il baisse. C'est-à-dire qu'au début, tu avais peur pour, entre guillemets, des grosses situations. Et au fur et à mesure, c'est pour des situations de plus en plus banales. C'est-à-dire que je me dis, je pense qu'il y a des gens... à peine ils se réveillent, je sais pas, en sursaut, déjà ils vont être stressés pour toute la journée. Enfin, des petits trucs qui peuvent t'arriver, je sais pas, t'as glissé, le tapis, vu qu'il est là, j'ai glissé. Donc, avant, tu le calculais même pas, le tapis. Hein. Tu vois bien comment, quand t'as des journées où t'as déjà eu le matin, t'as pris ton bus, il était en retard, il pleut, t'as manqué un rendez-vous, comment à la fin de la journée, si t'as ne serait-ce qu'un petit truc stressant, ça va prendre une place folle. Ouais. Et du coup, j'avais une autre question pour toi, Marine. C'est maintenant, est-ce que du coup, du fait de ces troubles, t'as perdu des gens dans ta vie, des amis, voilà. J'en ai perdu, mais alors je leur mets pas du tout la faute dessus parce que je pense qu'ils ont essayé d'être là. Mais moi, j'étais aussi dans une période où j'ai rejeté beaucoup de monde. Déjà, mon ex, quand j'ai commencé à avoir mes crises, je voulais plus le voir parce qu'en fait, je voulais pas qu'il me voie dans cet état-là. Et au fur et à mesure, je me suis habituée à ce qu'il me voit comme ça, etc. Mais au tout début, je voulais pas le voir. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai rejetés parce que je voulais pas qu'ils soient témoins de ce que je vivais et qu'ils puissent justement porter un jugement comme déjà ceux de ma famille qui le faisaient. Et du coup, au fur et à mesure, ces gens-là sont partis de manière assez naturelle, finalement. Ils ont essayé au maximum d'être là. Et puis, quand ils ont vu que c'était peut-être... je sais pas comment eux l'ont interprété, mais que c'était peut-être pas ma volonté, ils ont aussi lâché. Et ce que je comprends complètement et ce que je conçois. Mais c'est vrai que oui, il y a des gens que j'ai perdus... comme ça, et bon, voilà. Après, il y en a à qui j'ai réussi à revenir vers eux après, à leur expliquer ce qui m'était arrivé. Il y en a, c'était déjà trop distancié. Donc, mais c'est vrai que oui, finalement, c'est justement le fait que ce soit pas assez démocratisé. Parfois, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas et c'est difficile. Puis quand on est dans la situation, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont difficiles que même nous, on ne sait pas toujours, quoi. Après, c'est vrai que je trouve que notre génération, en tout cas, elle est assez... pas complètement informé, mais je trouve qu'on est plus informé en tout cas que la génération précédente. On connaît tous quelqu'un qui a tous les moyens d'être informés. Exactement. On s'autorise plus à en parler aussi. Exactement. Et je trouve qu'on est tous un peu informés sur certains sujets, etc. Et ça, c'est cool. Et du coup, c'est pour ça que je te posais cette question-là, parce que je me disais, est-ce que t'avais des gens en face de toi qui étaient hyper compréhensifs et qui justement essayaient d'être là pour toi ou t'accompagner et tout. Mais quand tu me dis que t'en as perdu, tu vois, je me dis, est-ce qu'on finalement on est... je pense pas qu'on est si bien informé que ça c'est sûr, il y a toujours un travail à faire. Mais il y a aussi la question de est-ce qu'on peut gérer ça aussi, tu vois. Oui. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, je me posais la question. Moi, je sais pas comment je réagirais si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui a ce genre de soucis et tout, je sais pas du tout comment je le prendrais. Je pense que des fois, on se rend pas compte en fait à quel point ça peut être tout est compliqué, handicapant. Et du coup, comme Sarah, tu disais par rapport au métro que des fois on dit t'es chiante, etc. Et je pense que quand là, par exemple, c'est le métro, mais si on va dire là, j'ai peur de faire ci, de faire ça. Moi, parfois, il y a même des choses que j'avais peur de manger parce que il y a de la nourriture, il y en a certains qui font hausser le rythme cardiaque. Par exemple, le chocolat, le café, le thé, tout ça. Et du coup, j'avais des choses. Le café, ça on sait. Tout ça, c'est des excitants pour le cœur. Je l'ai appris après parce que du coup, j'ai fait tellement d'exploration en termes cardiaques sur moi que j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, il y a plein d'excitants pour le cœur dans les aliments. Et en fait, j'avais compris ça puisque je le ressentais. Et du coup, il y a des choses que j'avais peur de manger. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que quand je les vois sur la table, je me dis
Et j'essaye de le faire parce que justement, la situation d'exposition dont m'a parlé ma psy, c'est ça. Après, on voit Marine comme ça. Un bout de chocolat, ça part. C'est bon, on y va. Mais l'anecdote plus drôle là-dessus, c'est que je prenais tellement mon pouls. En fait, j'avais l'habitude de le faire là dans le creux de la main, ce qui est assez bizarre. Et en fait, je faisais comme ça. Et donc, il y avait le pouce. Je faisais vraiment un signe de pouce en l'air. Et donc, les gens, des fois, me disaient, pourquoi tu fais ça? Et en fait, je comprenais pas. Mais ça avait vraiment pris toute la place dans ma vie. C'était vraiment tous les Et là, champs, ça fait combien de temps à peu près que... Enfin, guéri, je ne sais pas si on peut mettre ce mot-là. Enfin, je sais pas, toi, en tout cas, tu te déclares comme une personne guérie, en tout cas. Oui, ok. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'aurai toujours des moments où ça va être plus anxiogène que d'autres, plus stressant. Mais j'ai les outils pour le gérer. Et j'ai conscience aujourd'hui que ça va pas me... Enfin, que ça va pas me tuer. Et puis, voilà, quoi. Parce que c'est très intéressant. J'avais une question là-dessus, parce qu'il y a parfois certains de mes patients, ils disent « je suis guéri ». Parce que du coup, j'ai plus du tout les symptômes que j'avais avant. Il y en a d'autres, effectivement, qui disent « je suis guéri parce que j'ai appris à vivre avec ». Du coup, toi, tu te mettrais dans quelle catégorie? Moi, je dirais « je suis guéri parce que j'ai appris à vivre avec ». Alors, j'ai plus du tout de crise d'angoisse avec les gros pics de tachycardie, etc. Ça, j'en ai plus. Mais j'ai parfois le cœur qui monte un peu, les bouffées de chaleur, la respiration qui est courte. Et aujourd'hui, je sais les reconnaître. Parfois pas d'ailleurs, mais j'apprends aussi à accepter que de toute façon, quand on est dans la crise, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que ça passe et que dans tous les cas, ça va finir par passer, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai intégré par les expositions, justement, parce que du coup, en fait, on a commencé donc à faire à basse échelle, comme tu disais, et on est monté progressivement et c'est tout récent, en fait, qu'il y ait des choses que j'ai réussi à faire, par exemple les transports. J'ai repris les transports pour la première fois en septembre. Ah oui. Donc c'est vraiment hyper récent. C'est trop bien. Et je me suis dit, mais ça c'était le truc le plus haut sur ma liste puisque c'était le truc qui me faisait le plus peur. Et en fait, au début, ma psy les faisait avec moi. On était en visio et parfois il y a des trucs qu'elle faisait avec moi et je trouvais ça fou. Par exemple, super, incroyable. Il faut mettre le numéro de la psy. Et n'oubliez pas Louis. Il y a Louis, n'oubliez pas Louis. Non mais n'oubliez pas Louis, mais il y a... J'irai dans les transports avec mes patients. Ah non, tu les appelles en visio. Tu peux les appeler en visio. On t'engage là, donc tu vas... Faut que tu le fasses. Pas dans les transports, mais par exemple pour le rythme cardiaque, elle me disait, bon, là, pendant 2 minutes, on va mettre un chrono et on va sauter en visio. Et on saute. Et pendant 2 minutes, elle le faisait avec moi et elle disait, vous voyez, je suis pas en train de mourir, comment vous vous sentez, etc. Et en fait, elle me faisait... Alors, avant la séance, elle me demandait ce que je pensais qui allait arriver. Moi, souvent, je disais, je pense que je vais mourir. Elle disait, bon, on en reparle après. Et donc, on fait le truc. Et puis, elle me dit, bon, est-ce que vous êtes morte? Quelles conclusions vous en tirez, etc. Et ça, à chaque fois. Puis, au fur et à mesure, elle me laissait faire. En fait, j'avais des programmes toutes les semaines. Avec chaque jour une petite action plus haute que celle d'avant, etc. Mais vraiment à très peu de choses près pour pas que ce soit trop anxiogène et que je puisse régresser en fait. Et du coup, voilà, et au fur et à mesure, j'ai appris à les faire seule. Et même aujourd'hui où elle me suit plus, je sais que voilà, s'il y a des choses qui m'angoissent, j'ai toujours cette logique de me dire est-ce que ça m'angoisse parce que je ne veux pas le faire ou parce que j'ai peur de le faire. Et si c'est juste que j'ai peur, je vais le faire. Je me force à le faire. Ouais. En tout cas, j'entends beaucoup dans ton discours là depuis le début, donc par rapport à tes crises d'angoisse, qu'à chaque fois, tu as peur de mourir. D'où ça vient, ça, ce truc de... Déjà, je pense de ma première crise d'angoisse par le trouble panique, parce que j'ai tellement cru le premier jour que j'étais en train de mourir que je pense que c'est resté. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai conscientisé le fait que en fait, le corps il est à la fois super fort et à la fois super fragile. Et que du coup, j'avais peur. Enfin, je me suis rendu compte en une fraction de seconde que tout bascule. Et je pense que c'est resté après. Et du coup, voilà. Okay. Et t'as pas tout juste une peur de mourir tout court? Je pense que je l'ai depuis petite. Alors expliquer pourquoi, je ne saurais pas. Honnêtement, on n'explique pas trop. Je sais pas si on n'est pas là pour mettre des diagnostics. Non, on est... Attention, les psychiatres des réseaux, calmez-vous. Voilà. Mettez votre diagnostic dans les commentaires. Non, mais c'est juste que c'est vrai que depuis le début, elle parle beaucoup de ce truc de j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir. Et c'est pour ça que je me posais la question, mais d'où ça vient en fait? Tu vois, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Je peux pas savoir non plus, mais c'est... Pourquoi cette peur de... Franchement, j'ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça a été très handicapant dans ma vie, quoi. Et aujourd'hui, ça l'est de moins en moins parce que justement, j'apprends à laisser le cours des choses. Mais c'est difficile comme exercice et ça met du temps. Mais bien sûr. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait d'avoir une répétition, de s'entraîner régulièrement. Parce que quand tu le fais pas régulièrement, après, ça revient peut-être même plus fort. Enfin, c'est tout con, mais dans la même optique, quand je vous ai dit que j'avais peur que j'ai un peu le syndrome de la blouse blanche, etc. Quand je vais voir régulièrement des médecins pendant un temps,
Je me dis, c'est bon, ça va, je vais pas mourir. Et puis après, je vais pas les voir pendant un temps. Et moi, j'ai vraiment ce truc d'évitement où je ne vais pas en consultation du tout. Tant que j'ai pas été voir un premier médecin, je n'y vais pas. Et tant que j'ai pas senti que j'allais bien, je n'y vais pas. Et c'est très étrange parce que moi, j'ai cette peur de mourir, mais j'ai peur qu'on me dise que je vais mourir. Du coup, je n'y vais pas. Et donc, c'est c'est complètement le contraire de ce que toi, tu faisais, parce que toi, tu allais chez le médecin. Mais c'est vrai que cette chose, cette répétition est très intéressante à souligner. Et de toute façon, on va en parler aussi dans la boîte à outils. Je pense que dans tous les cas, pour tous les troubles, dans tous les cas, il faut un suivi régulier. Enfin, on ne peut pas laisser quelqu'un, par exemple, qui a des TCA livré à lui-même. Troubles du comportement alimentaire. Voilà. Pardon. Non, mais tu peux pas laisser, par exemple, quelqu'un qui, voilà... On va aborder le sujet dans une prochaine capsule. Quoi qu'il. Et puis je pense, je sais pas, Louis, pareil, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est comme peut-être pour la dépression ou les troubles anxieux, pour les troubles du comportement alimentaire, pardon. Quand tu as un trouble anxieux, je pense que tu es peut-être plus sujet à retomber facilement dedans quand tu l'as eu une première fois, et que du coup, il faut toujours aussi être méfiant et savoir... vite se prendre en charge et pas laisser trop que ça retombe, quoi. Ouais, c'est exactement prévu ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans ta thérapie avec la psychologue, vous avez appris peut-être aussi à repérer les signes précurseurs d'une crise ou d'une période où tu vas être plus fatiguée, plus anxieuse, et du coup tu sais tout de suite à peu près ce que tu peux mettre en place et les ressources qui font que tu te sens mieux, moins anxieuse. Ça peut être le sport, ça peut être l'art, ça peut être aller voir plus souvent ses amis, peut-être bosser un petit peu moins. Enfin voilà, il y a tous les petits trucs qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Super digression vers les outils. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer toute une boîte à outils. Donc avec toutes les personnes qu'on pourrait aller voir quand on a des troubles anxieux, toutes les méthodes qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, Louis, ce que tu peux mettre en place, toi, avec tes patients. Et donc voilà, discuter un petit peu tout ça et voir un petit peu aussi comme on fait. On se dit tous, c'est pour les étudiants. Et les jeunes, en général, les jeunes ne sont pas forcément étudiants. Et à notre âge, on n'a pas forcément les moyens d'aller voir des personnes qui ont des taux horaires très conséquents. Tu prends compte? Oui, ce que j'allais dire. On a une structure où je travaille, c'est gratuit. Allez voir Louis. T'as un travailleur social, du coup, c'est ça? Non, c'est du coup, je suis psychologue salarié de la PHP et de Paris 8, du coup, de l'université. Donc là, c'est gratuit pour les étudiants et pour les personnes qui ont été traumatisées. Après, je fais une petite partie libérale. Et tu peux nous dire les services qui existent Ouais, mais du coup, en parlant de ça, il y a un dispositif qui est assez récent, qui a été mis en place par le gouvernement, qui s'appelle le dispositif Mon Soutien Psy, et qui permet d'avoir 12 séances remboursées chez le psychologue. Ok. Donc 12 séances gratuites. Je note. Et pour les étudiants, il y a le même dispositif, mais c'est Mon Soutien Psy étudiant. Ok. Ils ont droit aussi à 12 séances. Le soutien psy, Nightline. Nightline, oui, effectivement, la ligne d'écoute 21h à 2h30 du matin. Après, tu parlais aussi des outils que je pouvais mettre en place avec les patients. Je pense à la sophrologie ou à la cohérence cardiaque. Il y a des outils de respiration qui permettent en 5-10 minutes déjà de diminuer le stress, d'aller mieux, d'être plus calme. C'est les respirations 4-7-8, souvent dont on parle. On peut avec l'application Respirelax aussi qui le J'imagine qu'il le fait. propose. Ok. Vous inspirez sur 4 secondes, vous retenez la respiration. Il y a plusieurs types de respiration. Ouais. Et c'est pas mal. Ouais, super. Ouais. Cohérence cardiaque aussi avec la respiration carrée, tout ça. Et puis il y a les techniques d'ancrage aussi qui sont très efficaces, notamment pour quand on fait des crises d'angoisse, ou parfois repenser à la respiration, ça peut surangoisser. On a les techniques d'ancrage qu'on utilise. Alors sur Internet, je pense qu'il y en a plein qui sont disponibles. Les deux que j'utilise beaucoup, c'est vous identifier dans votre espace. On peut peut-être le faire là. Ouais, complètement. Okay. Ouais. Typiquement, on part sur des formes, sur des couleurs et sur des textures. Donc là, on peut se dire 3 objets circulaires. Et donc là, vous nommez 3 objets circulaires que vous voyez dans la pièce. À voix haute ou dans le tête? À voix haute. Ok. Ouais. Je peux commencer. Je sais pas. La canette de Coca Zéro. La canette de Coca Zéro, carrément. Le verre. Une obsession. Ouais, vraiment, mon obsession. Le verre et l'appareil photo. Ouais. Donc là, c'était la forme. Ouais. Maintenant, la couleur. 3 objets verts. La plante.
La plante. La plante, et encore la plante. La chaise. La chaise, La ouais. chaise, La chaise. Que vous ne Ah voyez oui. pas. Le petit pot de la plante. Et Ouais. ouais, peut-être le Ouais. livre Ouais. derrière Aussi, aussi. Et la plante. Il y a Ouais, 3 la plantes. Et maintenant, Toutes les plantes. la texture, donc là on peut se dire 3 objets en plastique. La plante. La j'ai dit table, ça. peut-être. La bouteille en là-bas. plastique. La table et la bouteille. Ouais. Et normalement, quand vous avez fait ça, en fait, votre cerveau, il s'est concentré sur cette tâche-là. Et du coup, il a un petit peu oublié l'état d'angoisse dans lequel il est. Ah, d'accord. L'autre technique qu'on peut utiliser, c'est celle des nombres. Par exemple, vous partez sur un nombre assez élevé, 400, et vous soustrayez 6 à chaque fois. Ok. 400, 394, 388, etc. Et en fait, votre cerveau, il va être tellement dans cette tâche-là qu'il va un petit peu oublier l'angoisse que vous êtes en train de ressentir. Ah ouais, je préfère Trop la bien. Et ça première coupe méthode. assez facilement. Ouais. Parce que 394, Ouais. En Moi, vrai, on a ça plein va me d'autres, stresser de devoir compter, de devoir trouver. Je veux pas savoir quel Ouais. chiffre c'est. Ouais, je vais être comme ça. C'est quoi le Ouais, chiffre c'est pas d'après l'objectif. C'est pas Ouais. l'objectif. Mais il faut quelqu'un pour faire cette première technique quand même. Enfin, il faut que quelqu'un te dise oui, pense Oui, à bah, toi. Ouais, bah, voilà. du coup, en psychothérapie, Ok. on peut... C'est pas aussi utilisé dans les troubles autistiques quand ils ont des crises un petit peu Peut-être, les ouais. objets. Je crois que j'avais vu ça. Bon, peut-être que j'aurais aimé que tu me dises oui complètement. On l'a refait. Oui, complètement. Oui, oui, oui. Bien sûr. Je sais pas, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place, Marine? Moi, alors, c'est pas vraiment des outils très concrets parce que la plupart ont été dits par Louis. C'est vraiment Ok. ça aussi que je Ok, faisais. super. Après, je dirais, c'est bête, hein, mais je dirais vraiment la communication aussi avec ses proches. Mhm. Exprimer clairement ce Verbaliser. qu'on attend Mm. d'eux quand on a des crises. Et puis, bah, sinon, il y a quoi? Il y a Medicalm aussi. Quelque chose comme ça. La méditation? C'est une application de méditation. Ouais. En fait, du coup, ça me permettait déjà d'avoir un état général plus apaisé Mm. et de pouvoir savoir un peu, avoir des espaces mentaux, on va dire, pour savoir me reposer et me détendre. J'ai des Voilà. amis qui utilisent petit bambou, mais du coup, moi, Oui, j'ai c'est un peu jamais- pareil, ouais. C'est un peu pareil, ok. Je voulais juste rebondir sur ce que Mhm. tu as dit et sur la question que tu as dite aussi tout à l'heure, c'est finalement, je ne saurais pas forcément quoi faire si jamais il y avait un proche qui allait pas bien. Mais peut-être que du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est aussi peut-être de lui demander, en fait, tout simplement, Oui, de dire, ouais. bah là, j'ai l'impression que tu es comme ça, ou je vois que tu vas pas très bien, comment est-ce que moi, je pourrais t'aider? Peut-être que la personne, elle ne saura pas forcément, mais justement, de discuter. Et de pouvoir en parler, ça coupe, en fait, ça casse la honte qu'il y a généralement dans ces Ouais. situations-là. C'est ce qui fait que généralement on n'en parle pas, quoi. On s'autorise pas à en parler. Donc ouais, parfois poser les questions juste simplement comme ça. Et puis moi, je dirais aussi autre chose. Alors ça, c'est quand on se fait accompagner par un psychologue, enfin, je crois que c'est même un psychiatre, mais ne pas avoir de honte à demander de l'aide. Parce que, on l'a dit, c'est vrai que parfois c'est difficile de trouver des aidants, enfin des professionnels qui vont bien accompagner, mais quand on les trouve bien, c'est tellement utile que je pense que ça vaut la peine. Mais aussi ne pas avoir de honte parfois. On peut avoir besoin de traitements médicamenteux pendant un temps. Et je pense que c'est peut-être pas toujours la première intention, mais quand on en arrive à là, c'est pas non plus une honte de se dire, bon, bah, je prends des anxiolytiques, je prends des antidépresseurs, enfin, c'est sur prescription, mais quand c'est sur un court temps, c'est un peu. Moi, la métaphore que j'avais eue par ma psychologue, c'est un peu quand t'as la jambe cassée, si tu refuses de prendre une béquille. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est si t'as la jambe cassée, tu vas pas refuser de prendre la béquille pour marcher. Bah, c'est un peu ça, le temps que ça se remette, c'est pas une honte non plus, je pense qu'il faut le préciser. Surtout que c'est des médicaments qui sont ultra prescrits en vrai. Ouais, c'est ça. On se rend pas compte du nombre de personnes qui prennent ces traitements-là, mais comme c'est très tabou, en fait, on n'a pas conscience vraiment du mais phénomène, quoi. Aussi, on a aussi peur que les personnes l'utilisent comme une réassurance aussi. Oui. Que dès qu'il y C'est a pour ça un que c'est le début de traitement- quelque chose. C'est pour ça que c'est le traitement de dernier recours. Voilà, C'est- tu vois, et à c'est- court terme, il me semble. En général, Ça. tu dis toujours aux gens, en premier lieu en tout cas, de se faire aider par la communication, donc aller voir des psychologues, etc. De trouver des petites stratégies pour se rassurer, etc. Et en dernier recours, tu utilises des traitements. Ça, c'est vraiment, Ouais, c'est je ça. pense... C'est clair. Il faut à la fois, effectivement, parce que du coup, on est aussi une génération, on peut avoir tendance à psychiatriser facilement. C'est de se dire qu'il y a des souffrances aussi qui sont normales. Oui. Enfin, typiquement, c'est normal d'être super fatigué, d'être irritable, de pas aller Bien bien sûr. après un deuil, après une rupture amoureuse. Et donc, faut pas forcément tout de suite se dire j'ai un trouble parce que je me sens pas bien, alors qu'il y a peut-être une situation qui explique ça. Et en même temps, il faut que ce soit effectivement encadré par des médecins, par des psychiatres qui savent normalement jauger à partir de quand c'est important de... Ouais. Ouais, il faut une prise en charge
multidisciplinaire. Il faut C'est vraiment ça. que tout le monde puisse vous prendre en charge de la meilleure des façons et trouver des soignants, en tout cas, qui vous comprennent et C'est ça. qui sont là pour vous et qui vous accompagnent vraiment. Quoi, hein. C'est ça. Et puis je pense pas faire de l'anxiété aussi son ennemi. Oui. Je pense que c'est important parce que c'est une émotion qui est nécessaire et qui... Bien Et en sûr. fait, on a tendance, je pense, dans cette génération, à voir un peu toutes les émotions désagréables comme quelque chose Ah, de... ça, c'est un truc de fou. Ouais. de Il faudrait vraiment mettre au tapis, pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, je pense que c'est pire, c'est juste repousser le problème. Bien sûr. Et Toutes les émotions, ouais, ça Ouais. donne des infos. Quand je dis ça, je repense à la série avec Dans le flambeau. Dans le flambeau. Donc, du Ouais. coup, je me dis c'est peut-être pas la phrase la plus adaptée. Une émotion, c'est qu'une info. Ouais, bon, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça informe sur qu'est-ce qui se passe pour nous à un moment T, quoi. Donc, c'est Ouais. important de le prendre en compte plutôt que d'essayer de dire voilà, ça n'existe pas, Oui. parce que ça risque de revenir de manière encore plus envahissante derrière, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Il y aura toutes les Merci. informations sur les ressources en barre d'infos. Et à une prochaine fois.